Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Nigeria, le président sortant Muhammadu Buhari a été réélu avec 56% des voix contre 41% pour son adversaire principal, Atiku Abubakar. Le taux de participation est faible, 33,2% contre 44% en 2015. Rupture au sein de l'opposition mauritanienne. À 3 mois du scrutin présidentiel, aucun candidat unique n'a été déclaré. Quelles peuvent être les conséquences de ces discordances sur l'opposition? Nous ferons le point dans ce journal. Et puis, la 26e édition du FESPACO se poursuit à Ouagadougou, au Burkina Faso. En marge de cette célébration, un programme d'appui aux industries créatives a été lancé. Mais tout d'abord, au Nigeria, le président sortant Muhammadu Buhari a été réélu pour un mandat de 4 ans avec 56% des voix contre 41% pour son principal adversaire Atiku Abubakar. Le taux de participation est relativement faible, 33,2% contre 44% en 2015. Les défis restent les mêmes pour le président réélu, notamment en ce qui concerne les questions de sécurité. On écoute à ce propos le président de la CENI, Mahamoud Yakubu. Muhammadu Buhari, du Congrès progressiste général, ayant satisfait aux exigences de la loi et obtenu le plus grand nombre de voix, est déclaré vainqueur et élu. Les opposants mauritaniens, quant à eux, peinent à trouver un candidat unique pour l'élection présidentielle prévue ce mois de juin 2019. Aucun consensus n'a été trouvé jusqu'à présent. Malgré les négociations, le candidat de la majorité est de son côté déjà connu. Alors, quel avenir peut-on envisager pour cette opposition? En quête d'unité, décryptage avec Ange Bijou-Nominio. L'opposition mauritanienne en quête de leader politique. Malgré les négociations, l'alliance de l'opposition démocratique mauritanienne n'arrive toujours pas à désigner un candidat unique pour l'élection présidentielle prévue en juin 2019. Du côté de la majorité, un nom a déjà été retenu. Il s'agit du général Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, actuel ministre de la Défense et ancien chef d'état-major des armées, désigné comme dauphin du président en exercice Mohamed Ould Abdelaziz. Le principe de la candidature unique de l'opposition est un principe mort-né. Le Forum national de la démocratie et de l'unité, le FNDI, aujourd'hui est en train de payer la facture de toute une décennie de boycott. L'opposition n'arrive pas à trouver un leader à l'intérieur de tous ces partis politiques. Selon les observateurs locaux, tous les partis et personnalités membres de l'Alliance étaient initialement convenus de choisir un candidat qui pourrait être leader de parti. Mais les islamistes du parti Tawassoul se sont opposés à cette option en se déclarant en faveur d'une personnalité externe à l'Alliance de l'opposition démocratique mauritanienne. Le boycott aujourd'hui ne sera pas justifié ni sur la scène internationale, ni pour les militants ou ceux qui en restent dans les rangs des partis de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, on est devant un tournant de l'histoire démocratique de la Mauritanie. On est devant une alternance constitutionnellement obligatoire. Si ce blocage persiste, il pourrait compromettre l'unité au sein de l'opposition et par conséquent éliminer toutes ses chances de remporter la prochaine élection selon les observateurs. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi tient à se démarquer de son prédécesseur, Joseph Kabila. Le chef de l'État a annoncé la libération de tous les prisonniers politiques en marge d'une visite d'État à Namibie. Le président concrétise ainsi l'une de ses promesses de campagne. Certains prisonniers bénéficieront de la grâce présidentielle immédiatement et d'autres verront leur procédure levée. Par ailleurs, tous les cachots informels seront fermés sans délai, selon le chef de l'État. La dette publique du Kenya a atteint un niveau critique selon le comité sénatorial permanent des finances et du budget. Malgré une croissance soutenue entre 5 et 6% par an, la part de la dette dans le produit intérieur brut a continué de croître et frôle désormais les 58%, une augmentation qui inquiète la population. Cheikh Omar Bandago. Les chiffres ressortis lors de l'audience publique organisée par le comité sénatorial permanent des finances et du budget du Kenya sont alarmants. Pour payer cette dette, le pays devra dépenser 1100 milliards de shillings, soit environ 11 milliards de dollars, des 1600 milliards de shillings collectés par le gouvernement. Ce sont donc 68% des recettes publiques qui seront consacrées au paiement des dettes. Le
Kenya est une économie qui a un secteur privé extrêmement fort et diversifié. Donc, du coup, l'État kenyan peut être endetté, mais l'économie kenyane en elle-même demeure substantiellement assez solide. Malgré la croissance soutenue entre 5 et 6% par an, la part de la dette dans le produit intérieur brut a continué de croître et frôle désormais les 58%. La moyenne des maturités est autour de 15 ans, ce qui lui permet d'avoir suffisamment de temps pour refinancer cette dette-là. Sur le court terme, c'est un poids essentiel, mais progressivement, le Kenya pourra sortir de cette spirale. Avec une telle configuration, le niveau de la dette ne laisse au trésor kényan que 600 milliards de shillings pour les autres dépenses. Selon un rapport du ministère des Finances, le Kenya doit payer 400 milliards de shillings par an en intérêts, ce qui porte les intérêts totaux pour 16 ans à 6 700 milliards de shillings. Au Burkina Faso, un programme d'appui aux industries culturelles a été lancé en marge du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Ce projet, qui a bénéficié d'un financement de 10 millions d'euros, vise la promotion des industries créatives. Et c'est la ville de Bobo-Dioulasso qui sera en premier le bénéficiaire. Reportage Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant sur place. Le 26e FESPACO continue de dérouler son programme. Au-delà des salles de projection et de son aspect festif, c'est aussi le lieu pour les autorités de sceller de nouveaux partenariats, à l'instar de l'initiative de financement innovant pour la culture IFIC. Le programme d'appui aux industries culturelles, lancé ce lundi 25 février, vise à renforcer structurellement le fonds de développement culturel et touristique déjà créé par le gouvernement. Que les acteurs en soient de véritables bénéficiaires, qu'ils en fassent un très bon usage et que le département que j'ai en tête soit suffisamment capacité à conduire ce projet. Le fait de, disons, faire un peu pivot sur Ouaga et sur le Burkina, ce n'est pas au hasard, parce que ce pays est en même temps un protagoniste de créativité, de plateforme de créativité et de aussi création d'emplois. Composante culture du 11e Fonds européen de développement, FED, le programme va coûter 10 millions d'euros. Il servira à financer pour les 3 prochaines années des initiatives culturelles, notamment dans les filières locomotives que sont le cinéma et l'audiovisuel, l'art plastique et appliqué, et enfin les arts de la scène, en vue d'accroître leur contribution dans l'économie. Il y a des insuffisances dans le cinéma. On n'a pas un domaine de costumes, de costumiers. Et à travers la mode, on peut développer. La mode rapproche les gens au niveau de cohésion sociale. Et je suis très content. Que ce soit vraiment un modèle pour l'Afrique. Parce que comme vous l'avez suivi, il s'agit de proposer d'autres formes de financement des industries culturelles. C'est la ville de Bobo-Dioulasso qui en sera le siège pilote pour la région des Hauts-Bassins. Dans les perspectives, le programme s'étendra à d'autres régions afin de mieux se rapprocher des promoteurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.